Bien, mes chers collègues, je vous propose de démarrer notre réunion de ce jour. Et avant d'en venir à l'objet de notre réunion, je tenais à saluer la réélection de Maia Sandu comme présidente de la Moldavie ce week-end. C'est un résultat important, c'est une double victoire d'abord pour l'Europe et puis contre les tentatives d'ingérence russe qui ont émaillé évidemment ce scrutin et la vie politique moldave ces derniers mois et ces dernières années. Et vous le savez, la Moldavie est depuis 2022 un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Et je crois que c'est un pays qui requiert de notre part une attention évidemment particulière et collective de la part de tous les Européens. Et en faisant le choix de cette présidente résolument tournée vers l'Europe, à l'inverse d'un candidat qui lui était tourné vers Moscou, je crois que les Moldaves ont réaffirmé leur volonté d'avancer sur la voie de l'intégration européenne. Et donc c'est un message fort qui a été envoyé et que nous devons entendre. Et donc moi je vous propose que l'on puisse évidemment suivre attentivement dans notre commission ce qui se passera en Moldavie dans les semaines, les mois et les années à venir dans le long processus d'adhésion qui est devant eux. Le deuxième point que je voulais évoquer avant d'en venir au rapport de notre collègue Potier, c'est évidemment l'élection américaine. Je crois que quel que soit le résultat qui interviendra demain ou dans les jours ou les semaines à venir, les Européens devront à leur tour prendre résolument leur destin en main. Cela fait longtemps que nous le disons, mais je crois que plus que jamais, nous ne pouvons plus dépendre exclusivement des Américains pour notre propre sécurité collective et que face à la menace russe, nous le voyons avec la guerre en Ukraine, face au désordre du monde, eh bien, nous devons nous donner les moyens d'agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Je crois que c'est une urgence absolue. Cela veut dire que nous devons investir dans notre défense commune, mais aussi dans notre souveraineté industrielle et économique. Et cela veut dire enfin et surtout que ce qui se joue maintenant, ce qui se jouera dans les quelques semaines, les quelques mois qui suivront l'élection américaine, n'est ni plus ni moins que la survie de l'Europe sur le plan économique, industriel et stratégique. Et que pour la France et pour l'Europe, les enjeux sont évidemment immenses et nous aurons collectivement des choix difficiles à faire pour soutenir l'Ukraine et empêcher la Russie de remporter la guerre, mais aussi pour nous donner les moyens de rester une puissance d'innovation, une puissance industrielle, une puissance économique. Et là aussi, c'est, je crois, des sujets sur lesquels nous devons travailler ensemble dans les semaines, dans les mois et les années à venir au sein de cette commission. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule et je vous propose que nous examinions maintenant eh bien, le texte qui est à l'ordre du jour, qui est une proposition de résolution européenne visant à l'adoption et à la mise en œuvre d'exigences à l'importation pour le respect de différentes normes de production. Cette proposition de résolution va nous être présentée par notre collègue Potier, que j'ai le plaisir d'accueillir dans notre commission. Vous étiez déjà intervenu dans le mandat passé pour un travail très important sur le devoir de vigilance. Et donc je suis très heureux que vous ayez pu déposer un nouveau texte. C'est un texte qui intervient en conclusion des travaux d'une commission d'enquête dont vous aviez été, je crois, le rapporteur. Donc c'est très important que nous puissions en débattre ici. Et donc, sans plus tarder, je vous cède la parole, chers collègues, et puis ensuite, les orateurs de groupe pourront vous questionner avant que nous en venions à l'examen des quelques amendements que nous avons. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de vous dire que je souscris totalement à l'introduction que vous avez faite sur la situation géopolitique et que je forme les mêmes vœux à vos côtés. Il faut dire également, vous avez évoqué notre résolution sur notre rapport sur le devoir de vigilance et la résolution européenne qui en avait découlé. Vous dire simplement que non seulement c'est devenu une directive européenne, mais que j'étais la semaine dernière devant au Parlement canadien pour en parler, que je suis invité en Corée du Sud, au Japon. C'est qu'aujourd'hui, la France a inspiré l'Europe et l'Europe est en train d'inspirer le monde en matière de contrôle, de protection des droits humains et de l'environnement pour les grandes sociétés transnationales. Voilà, je veux vous le dire parce qu'on est dans une commission qui porte les questions du monde. Je veux dire que parfois la France peut être inspirante. J'espère qu'elle le sera à travers le combat que je défends aujourd'hui à vos côtés autour d'une régulation des conditions de commerce. C'est une proposition qui est présentée aujourd'hui par le groupe socialiste, mais je voudrais faire un tout petit peu d'archéologie. C'est une initiative que j'avais portée suite à la commission d'enquête sur les pesticides dont nous avons rendu les conclusions il y a maintenant presque bientôt un an, en décembre. Nous avions été confrontés en permanence à l'écoute des producteurs français à cette contradiction d'un Green Deal, d'une trajectoire écologique qui exigeait d'eux de plus en plus de contraintes environnementales, alors même qu'ils étaient exposés à une concurrence déloyale. Et comme nous ne sommes pas protectionnistes,
dans la tradition politique du mouvement qui est le nôtre, mais que nous sommes pour une souveraineté solidaire, ouverte au monde. Nous avons cherché les voies et moyens d'un juste échange en lieu et place du libre-échange. Et c'est en ce sens que nous avons formulé 5 propositions que je vais résumer très rapidement et contextualiser dans le cadre du Mercosur à l'instant. La première proposition porte sur la question des mesures miroirs. Ces mesures miroirs sont invoquées par les libéraux, par les sociodémocrates, par toutes sortes, un arc politique très large de formation politique, comme une solution magique pour réguler les échanges commerciaux au-delà même des accords avec tel ou tel pays ou région du monde, comme dans le cas du Mercosur. Or, ces mesures miroirs, lorsqu'on les regarde de près, il y en a très peu. Et elles sont très mal mises en œuvre. C'est le travail qui a été confirmé par le rapport que nous avons conduit avec l'aide de l'administrateur de la Commission des affaires européennes. Très peu de mesures miroirs, très mal appliquées, très peu mises en œuvre. La proposition que nous formulons, et qui est un petit peu le navire amiral de cette proposition de résolution européenne, c'est d'expérimenter, en tout cas de proposer au Parlement européen, à la Commission européenne, si cette proposition était adoptée, d'étudier la faisabilité d'une inversion de la charge de la preuve. Autrement dit, de trouver enfin un moyen efficace. Ce moyen efficace ne peut pas être la parole des exportateurs et les contrôles dans les ports et les aéroports. Nous savons qu'elle est lacunaire et qu'elle sera toujours insuffisante. Notre idée est la production d'une certification par un organisme agréé par l'Union européenne qui garantisse que les conditions de production sur le plan social et écologique dans les pays tiers respectent les standards européens qui eux-mêmes sont des standards qui s'appuient sur des données scientifiques et sur des bases reconnues de façon universelle et multilatérale. Donc cette inversion de la charge de la preuve qui a fait ses preuves dans le commerce équitable, qui a fait ses preuves sur les certifications bio et sur d'autres signes de qualité, nous semble être la seule voie crédible pour que des mesures miroirs les plus systémiques possibles permettent de garantir un commerce loyal, un juste échange. Deuxième proposition, elle vise à mettre fin aux limites de tolérance en matière de pesticides pour les produits importés. Vous savez qu'il y a une liste de produits qui sont interdits dans l'Union européenne. Tous n'ont pas fait l'objet d'autorisation ou sont en fin d'autorisation. Et il existe des tolérances à l'importation qui permettent de supporter une certaine quantité de présence de pesticides dans les produits. Cet allègement, cet aménagement avec les règles du commerce nous paraît tout à fait contraire aux règles de réciprocité en matière d'environnement et de santé. Nous proposons de mettre fin, ça avait d'ailleurs été une des propositions d'Elisabeth Borne à une époque dans la reconstruction d'un nouveau plan Ecophyto, de mettre fin à ces limites résiduelles pour aller jusqu'à la limite de quantification que nous savons scientifiquement mesurer. Pas de tolérance pour les produits interdits dans l'Union européenne. En réciprocité, et comme nous ne sommes pas protectionnistes, il nous semble utile de cesser l'exportation non seulement de produits, ce qui est déjà fait, mais de substances interdites dans l'Union européenne que nous continuons à produire et à exporter ailleurs dans le monde. S'ils sont mauvais pour nos eaux, notre sol et pour nos concitoyens, ils sont forcément mauvais pour les mêmes raisons dans les pays tiers. Donc arrêtez complètement cette production, cette exportation de substances qui se poursuit sur des produits parfois interdits depuis 2 décennies sur notre sol pour de bonnes raisons. Enfin, deux dernières propositions. Une harmonisation, un processus d'harmonisation continue à l'échelle de l'Union européenne afin de limiter les distorsions dues notamment aux dérogations utilisées par les États membres en matière d'usage des pesticides. Cela pénalise parfois nos producteurs dans certains segments de marché très sensibles. D'un côté ou de l'autre de la frontière, les règles ne sont pas les mêmes parce que les agences sanitaires sont nationales quant aux produits, même si l'EFSA régule les substances. Et il y a de ces dérogations reproduites dans la durée, créent de véritables distorsions de concurrence. Il s'agit non pas d'en finir totalement, mais de réduire considérablement par le processus évoqué, en sachant que l'horizon à terme serait une autorisation non seulement des substances, mais des produits organisés à l'échelle européenne avec le concours des agences nationales comme l'ANSES en France. Enfin, dernière proposition qui pour le coup est force de l'évidence, c'est l'extension des capacités à étiqueter du Made in France, du fabriqué en France pour un certain nombre de produits. Des progrès avaient été faits sur la dernière législature. Il s'agit d'étendre la capacité à ce que plus d'autres produits soient tracés. C'est vrai pour les produits allemands, néerlandais, portugais et autres. En tout cas, que l'identité d'origine nationale puisse être affichée sur une série de produits plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça suppose une réforme du règlement INCO
niveau, et c'est donc un appel à ce que cette réforme soit engagée par le législateur européen et ou la Commission, en tout cas ceux qui ont autorité en la matière. Voilà l'ensemble de ces propositions. Alors ces propositions sont anciennes, issues d'un rapport de commission d'enquête qui vise à garantir les conditions d'une transition agroécologique sans concurrence déloyale. Nous les redéposons à nouveau, et c'est le groupe socialiste qui en a pris l'initiative, alors que la première version avait été signée par 70 députés venant de 7 groupes différents sur un arc extrêmement large. Nous l'avons aujourd'hui redéposé en urgence parce que le bruit courait d'un Mercosur qui, mi-novembre, à l'occasion du G20, puisse faire l'objet d'un accord au moins tacite, sinon légal, mais du moins tacite, dans les déclarations de l'Union européenne. Et nous avons donc non seulement redéposé cette proposition de résolution, qui est une manière de dire régulons le commerce international, mais redire que nous nous opposons totalement à la séparation de l'accord politique et de l'accord commercial, qui serait un jeu biaisé permettant à la Commission d'imposer l'adoption de l'accord commercial par une majorité qualifiée. Historiquement, le Mercosur a été engagé sur la base d'un accord mixte, parce qu'ayant une dimension à la fois politique et commerciale. Donc cette ruse de la Commission, nous devons la condamner, et nous engageons, à travers nos amendements, le gouvernement français à peser de tout son poids. Il n'y a pas de veto français, c'est un abus de langage, mais par contre, il y a une obligation, un devoir de la France à peser de tout son poids avec les partenaires qui en sont convaincus pour récuser cet accord dont je dois rappeler qu'il est contraire à la trajectoire climatique, qu'il est contraire aux intérêts de nos producteurs, à notre souveraineté alimentaire. Il provoque non seulement de la déforestation en Amazonie, mais il menace la permanence de nos prairies qui, sur le plan de la biodiversité, de notre souveraineté alimentaire et du bilan carbone, sont des atouts extrêmement importants. Pour finir, et avant de répondre et d'écouter les différents groupes et éventuellement de rebondir, je voudrais simplement dire que nous devons, dans le même mouvement et au nom même d'une économie juste et durable, protéger l'Amazonie comme nos prairies. Nous devons cesser le mouvement de décapitalisation de l'élevage français parce qu'il est contraire à la polyculture élevage et donc à une trajectoire agroécologique qui est notre assurance vie pour notre souveraineté alimentaire. J'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur, pour cette introduction. Nous en venons maintenant aux interpellations des orateurs de groupe en vertu du fonctionnement de notre commission où chaque orateur de groupe s'exprime pour 2 minutes 30 et vous aurez ensuite à répondre à chacun d'entre eux dans une forme de ping-pong. Sur combien de temps ? 2 minutes 30 chacun. 2 minutes 30 à chaque réponse à chaque ouais. En commençant cette semaine par le groupe de la France Insoumise et par Mathilde Igné pour 2 minutes 30. Oui, merci, Monsieur le Président, chers collègues. Les règles européennes actuelles ne permettent pas d'assurer le respect des règles sanitaires et environnementales qui sont imposées aux producteurs européens. Et les clauses miroirs ne sont que des beaux mots. Il est bien illusoire de penser que l'on peut vérifier dans chaque champ de chaque pays qu'il n'y a pas de produits phytosanitaires utilisés sur les productions agricoles à destination de l'Europe. Cela crée une véritable distorsion de concurrence pour les producteurs, notamment français, qui se retrouvent en compétition avec des produits importés, néfastes pour l'environnement et la santé, mais qui restent moins chers pour les consommateurs, dont le pouvoir d'achat n'a cessé de baisser. Cette résolution vise donc à ce que la France milite au niveau de la Commission européenne pour mettre en place des contrôles plus efficaces sur ces importations. Permettez-moi d'émettre des doutes quant à la volonté politique de la Commission européenne de cesser l'importation de produits qui ne correspondent pas aux normes environnementales européennes. Au Canada, 6 hormones destinées à accélérer la croissance des bœufs et autres bovins sont autorisées. Cela n'a pas empêché la Commission européenne d'élaborer un traité de libre-échange avec le Canada, le fameux CETA. L'usage d'hormones de croissance est pourtant interdit par l'Union européenne depuis 1988. Et que dire de l'accord UE-Mercosur qui aura les mêmes conséquences néfastes ? Nous n'aurons pas l'occasion d'en débattre puisque la présidente de l'Assemblée nationale, ayant décidé que notre proposition de résolution était irrecevable sans aucune justification. C'est pourquoi nous demandons, nous, un moratoire sur les accords de libre-échange. Entendons-nous, cela ne veut pas dire que nous nions l'intérêt des échanges internationaux. Le commerce international se déroulait bien avant les accords de libre-échange, preuve qu'ils ne sont pas indispensables. Ce que nous remettons en question, c'est le fait d'échanger des produits de consommation avec des produits alimentaires, alors que l'alimentation correspond à un bien qui ne peut répondre à une logique de marché. En attendant, nous soutiendrons bien évidemment toute proposition qui permettront de protéger la population, l'importation néfaste pour leur santé ou pour l'environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur.
Cher collègue Mathilde Digné, je voudrais simplement vous dire que je partage totalement mon indignation sur le fait que le gouvernement, me dit plus que la présidente de l'Assemblée, ait refusé l'inscription d'un débat lors de la niche parlementaire du groupe LFI sur ces questions. Moi, je suis profondément choqué. Et je suis, non seulement parce que je partage votre point de vue sur ces questions du Mercosur, mais au-delà de ça, sur un principe démocratique. J'ai du mal à comprendre comment le gouvernement peut censurer, a fortiori dans une niche parlementaire, l'examen d'un sujet aussi important. Alors vous devriez vous réjouir, cher Mathilde Digné, que vous ayez l'occasion aujourd'hui de voter contre le Mercosur à travers les amendements que nous avons apportés sur cette PPRE. C'est la seule occasion que nous aurons malheureusement, probablement, de nous exprimer, j'espère unanimement, pour récuser le Mercosur. Je voudrais vous dire que, comme vous, je suis plus que dubitatif sur les moyens de contrôle effectifs des États membres, des États tiers et de la Commission européenne en tant que telle. Et d'ailleurs, les investigations de la DG Santé, dont nous donnons les rapports, l'essentiel, le résumé des rapports, tant au Canada sur les hormones de croissance que sur les antibiotiques au Brésil, sont des rapports dévastateurs. Le rapport Ambec lui-même qu'avait commandé Édouard Philippe sur la question est sans ambiguïté sur les impacts écologiques et sanitaires. Donc nous sommes dans l'incapacité effectivement aujourd'hui, au-delà même de tout nouvel accord commercial, de contrôler la nature des échanges. C'est pour cette raison que nous proposons, à travers une résolution, c'est-à-dire une demande d'expertise de l'Union européenne et un débat au Parlement européen, d'essayer une nouvelle voie. Et cette voie-là, avec humilité, nous pouvons dire que nous ne sommes pas sûrs que ce soit la bonne, mais au moins elle mérite d'être étudiée. C'est inversons la charge de la preuve. C'est aux pays exportateurs d'apporter la preuve que leurs conditions de production respectent les standards européens, qui ne sont pas des standards protectionnistes, mais qui sont des standards qui prennent appui sur l'état de la science, pour dire quand un produit est toxique pour la santé, toxique pour les sols, toxique pour l'eau, toxique pour la planète. Ce n'est pas du protectionnisme, c'est de l'universalisme bien placé. Et c'est donc les conditions d'une concurrence loyale qui seraient établies dès lors qu'il y a cette inversion de la charge de la preuve. Ce processus que vous connaissez très bien en agriculture biologique vous-même, il a fait ses preuves. Nous proposons de l'étendre à l'échelle du monde. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Marietta Karamanli pour le groupe socialiste et pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le rapporteur, tout d'abord, le plaisir d'avoir Dominique Potier dans notre commission pour présenter ce rapport. Je dirais, on connaît depuis très longtemps quand même son engagement sur ces questions ici à l'Assemblée nationale. Et c'est un projet de rapport qui a un double mérite, qu'il faut rappeler aussi, qui est poser et traiter une question de fond et s'inscrire dans l'actualité. Parce qu'il pose la question de l'équilibre des relations commerciales dans la filière agricole, en proposant justement que les acteurs économiques tiers de l'Union européenne voient leur production et exportation certifiée par un organisme qualifié quant à leur conformité aux règles applicables au sein de l'Union européenne, notamment dans le domaine phytosanitaire. Et puis il s'agit aussi de protéger l'Union, les États membres, leurs exploitants agricoles et des producteurs des effets d'une concurrence déloyale et faire gagner l'Union, me semble-t-il, mais aussi des consommateurs et l'environnement en réduisant mécaniquement justement les effets d'un recours trop important, déraisonné, dirais-je, de produits qui subrepticement s'imposent à tous. Alors, moi, je voulais ici rappeler au nom des socialistes la position des députés socialistes et apparentés qui est constante depuis 2018. Nous insistons sur 4 dimensions. Celle de la régulation demandée par les États en voie de développement qui contestent justement la façon dont les prix des matières premières sont fixés et la différence entre les montants d'achat et de revente en Europe générant d'immenses bénéfices pour quelques firmes. La nécessité d'un traitement spécial et différencié pour certains produits. Enfin, sur la question aussi de la ratification de ces accords de nouvelle génération par les parlements nationaux à la suite du Parlement européen. Et nous estimons aussi nécessaire des avis indépendants et experts concernant l'impact de ces traités en matière environnementale, sociale et de santé. Rappelons-nous la commission Schubert, au nom de la présidente de cette commission relative aux impacts du traité CETA. On l'a connu, on a travaillé ensemble et qui avait rendu un avis en suggérant plusieurs pistes d'amélioration, mais sans réelle suite. Donc c'est un enjeu ici de créer une forme de mécanisme permanent et systématique et qui applique donc des clauses miroirs. Donc
De la sorte, je dirais aussi, donc je remercie Dominique Potier d'avoir porté un peu tous ces éléments. Je voulais seulement juste rappeler ici que l'Agence européenne, Monsieur le Président, des produits chimiques a annoncé ces derniers jours des traces de substances chimiques dangereuses dans plusieurs produits cosmétiques vendus en Europe. Je pense qu'il y a de nouvelles pistes de travail aussi pour élargir ce que Dominique Potier porte sur l'agriculture. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur. Collègue pour Marietta Karamanli pour vos propos et vos encouragements. Nous sommes ensemble porteurs dans le même groupe, mais encore une fois, ces mêmes dispositions avaient été adoptées par 7 groupes et 70 députés. Sans faire beaucoup de tapage, on avait rassemblé beaucoup de forces qui, j'espère, seront au rendez-vous, a fortiori, puisque c'est l'occasion unique, je le redis, de dire non au Mercosur à travers l'examen de cette commission d'affaires européennes. Je voudrais en profiter de vos propos qui vont dans le sens du rapport que nous avons produit pour souligner 2 points. Vous avez évoqué les conditions commerciales. Il n'y a pas uniquement les clauses des normes environnementales et sanitaires, voire sociales, qui sont, je l'admets, peu évoquées dans nos travaux, on n'a pas eu le temps de les explorer, mais il y a aussi les conditions économiques. Or, nous savons que nous ne pouvons pas exiger de nos partenaires commerciaux des conditions de production si nous n'y mettons pas le prix. Il en va de même pour les producteurs européens. Et je voudrais en profiter pour redire que seules les conditions d'un commerce équitable, fondé sur le partage de la valeur, sur la juste rémunération des travailleurs de la terre, des travailleurs de l'agroalimentaire, de tous ceux qui agissent entre l'agriculture, entre la fourche et la fourchette, permet de respecter les conditions sociales et environnementales. Donc il n'y a pas de normativité environnementale ou écologique qui ne s'appuie sur une justice économique. Ça, c'est un fondamental que je voulais rappeler à cette occasion. Et puis, dans les auditions des syndicats que nous avons réalisées, Via Campesina, qui est le prolongement dont le représentant chez nous est la Confédération paysanne, a pointé un sujet de réserve sur nos propositions que nous avons entendues. C'est celle des petits producteurs qui seraient discriminés par la nécessité d'une certification. La petite enquête que nous avons faite, tant dans la filière de l'agriculture biologique que dans le commerce équitable, nous ont montré que par des formes coopératives et mutualisées, cet obstacle était dépassé et qu'il y avait peu de petits producteurs qui exportaient en direct vers l'Union européenne. Ils passent toujours par des intermédiaires qui sont associatifs ou coopératifs et ils ont réussi à mutualiser ce coût de certification afin qu'ils n'obèrent pas leur performance économique. Donc cette réserve-là, je voulais le signaler, a été levée. Elle méritera d'être à nouveau étudiée, mais elle me semble très importante et je vous remercie pour votre soutien. Merci beaucoup. La parole est à Benoît Biteau pour le groupe des écologistes et pour 2 minutes 30. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Dominique, pour le travail réalisé sur ce sujet-là. On évoque beaucoup le sujet de la santé quand on évoque des réglementations sur l'utilisation des pesticides, leur exportation. On évoque souvent la question de la santé quand on évoque également les mesures miroirs qui visent à essayer d'exiger des importations la même rigueur de ce qu'on exige sur le continent européen, sur le continent national. Visiblement, c'est le minimum qu'on puisse exiger, c'est que ce qu'on impose à nos agriculteurs soit imposé aux productions qui viennent de l'extérieur. Et donc, si c'est dangereux ici, c'est dangereux là-bas. Et quand ça revient sur notre territoire, au travers de la nourriture qu'on peut importer, c'est dangereux, ça redevient dangereux pour nous. Attirer l'attention également sur l'hypocrisie de la production de pesticides par certaines firmes qui en Europe continuent de produire des pesticides interdits en Europe, mais dont ils ont l'autorisation de continuer à les produire, de continuer à les exporter, qui vont se diriger vers des pays où potentiellement on va réimporter la nourriture qui serait issue de la production utilisant ces pesticides-là. Donc il faut qu'on sorte aussi de cette hypocrisie et je pense qu'il faut élargir le sujet de cette production de pesticides interdits en Europe, exportés hors de l'Europe, vers des productions agricoles qui vont réinonder le marché alimentaire européen de manière à exiger qu'on arrête de produire ces pesticides sur le territoire européen. Et puis, quand on parle d'économie agricole, il faut convoquer les 3 piliers du développement durable, c'est-à-dire la dimension sociale, la dimension économique et la
dimension écologique. Et là encore une fois, il faut dépasser le sujet de la santé. Et quand on regarde les répercussions que peuvent avoir nos exportations de produits issus de l'agriculture européenne vers certains pays, et c'est l'alerte de la Via Campesina que Dominique a évoqué, où parce qu'on a des politiques publiques européennes qui participent à des logiques de dumping dans ces pays-là, on a des difficultés. Et je pense que dans les mesures miroirs, il faut donner cette dimension sociale de manière à ce que notre agriculture ne soit pas le sujet de mesures sociales délicates, mais aussi que nos importations, parce qu'elles seraient importantes, participeraient à mettre en difficulté les producteurs locaux au détriment, ou plutôt parce qu'on aurait soutenu une agriculture industrielle de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple. Et donc, attirer votre attention sur cette dimension sociale, ça me paraît fondamental. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Merci Benoît Biteau pour votre plaidoyer, qui est plus qu'un plaidoyer que des questions à proprement parler. Merci pour votre soutien qui ne me surprend pas sur ces sujets. J'admets encore une fois que la question sociale, on l'a trop peu abordée. Et on sait qu'aujourd'hui, la liquidation d'une partie de notre élevage aura des impacts écologiques par l'abandon des prairies, le retournement des prairies. Il y aura un impact social. C'est dans les filières d'élevage qu'on a la valeur ajoutée travail et économique la plus importante. La céréalisation crée moins d'emplois et crée moins de valeur ajoutée. Bon. Donc on a un vrai enjeu à travers la défense de l'élevage, d'un modèle social d'une agriculture à taille humaine et de tous ces produits transformés dans le lait, dans la viande, etc., qui est en jeu aujourd'hui. Mais il y a aussi une dimension sociale du respect du droit des travailleurs dans des pays à qui on va demander de travailler pour rien, dans des conditions d'exposition aux pesticides, dans des conditions de travail et d'accidentologie qui défient le sens commun. Donc merci d'avoir rappelé cette dimension sociale et comme j'en ai encore le temps, je vais répondre à une question que vous ne m'avez pas posée pour être sûr de ne pas l'oublier. C'est la question vous auriez pu me poser la question du réalisme juridique d'une telle proposition. Bien sûr, nous avons profité du rapport et de l'audition des DG des différentes directions générales à l'échelle européenne et des directions du ministère de la Santé et de Bercy pour vérifier la faisabilité juridique d'une telle proposition. Et bonne nouvelle, ça tient à l'échelle du GATT, c'est-à-dire l'article 20 permet de déroger au principe de libre-échange dès lors que des enjeux moraux, sociaux, écologiques majeurs sont en jeu. Donc l'article 20 protège les accords commerciaux imparfaits qu'il faut réviser bien sûr, mais en l'état du droit, le GATT permet de le faire et l'OMC ne s'oppose pas à ces mesures miroirs dès lors qu'elles sont proportionnées, et d'où les modifications d'amendements que nous allons faire tout à l'heure, proportionnées et fondées sur des principes universels et scientifiques. Autrement dit, ce n'est pas du néocolonialisme, l'imposition de nos normes à d'autres pays, ce n'est pas du protectionnisme, parce qu'on a parfois des positions un peu ambiguës sur le plan politique, avec des personnes qui sont libérales à l'exportation et protectionnistes à l'importation. Là, nous avons une vision plutôt universelle. Ce qui est bon pour d'autres pays peut être bon pour nous, ce qui est bon pour nous peut être bon pour d'autres pays. Et c'est ce principe de réciprocité qui est posé. Et en cela, si les mesures sont proportionnées, qu'elles ne sont pas discriminantes a priori, elles sont compatibles GATT, compatibles OMC. Il reste à l'Union européenne à jouer sa carte. Merci. La parole est à Pascal Lecamp pour le groupe démocrate et pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Cette résolution permet de continuer à définir la position française vis-à-vis de la Commission européenne sur les accords de libre-échange, dans le contexte des négociations Union européenne-Mercosur que nous avons tous en tête et pour lesquelles nous venons de présenter une tribune transpartisane à l'instant à la presse autour du président Chassaigne. Cela permet aussi de dessiner une vision du commerce extérieur juste. Vous le savez, les démocrates sont des fervents européens et des fervents défenseurs du commerce international, sans doute inutile de le rappeler ici. Pour autant, la mondialisation qui écrase, la concurrence déloyale, le dumping qui nous tire tous vers le bas, tout ça a fait son temps. La grande majorité des jeunes générations françaises sont contre le libre-échange parce qu'ils en ont vu trop les dégâts. Le temps de la réforme est venu. Nous accueillons donc avec une grande bienveillance, cher Dominique, la proposition de résolution que vous portez, le juste échange, qui doit permettre aux standards de production sanitaires, environnementaux, sociaux de nos partenaires de s'élever concrètement pour pouvoir bénéficier des droits de douane supprimés ou très favorables. Ici, la question de l'inversion de la charge de la preuve est essentielle. Il y a une autre question qui ne doit pas être oubliée, les contrôles aux frontières et la coopération avec les services vétérinaires locaux.
J'ai l'occasion de les vivre personnellement in situ dans mon expérience professionnelle passée. Il nous faut mieux travailler en amont avec nos partenaires et créer un environnement dans lequel les contournements seront identifiés et sanctionnés plus systématiquement. Le président Macron a fait beaucoup lors de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022. Ce sujet a été porté à très haut niveau, mais comme nous avons la menace de l'accord Union européenne-Mercosur sous les yeux, nous devons nous interroger. Comment convaincre nos partenaires européens ? Ils n'ont pas l'air aujourd'hui de partager notre vision d'un ultralibéralisme qui tuerait le libéralisme. Nous devons continuer à travailler au niveau national avec la société civile, et cette proposition de résolution y contribue de manière utile et parfaitement. Mais nous devons aussi porter cette voix à l'OMC, la porter à la Commission et la porter au Parlement européen. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Merci, cher Pascal Lecamp, avec qui nous partageons tant de ces combats. Je voudrais rappeler que vous étiez à l'initiative d'une autre tribune et d'un texte que nous avions porté dans une très grande diversité politique sur le Mercosur, les traités de libre-échange en général. Vous avez insisté sur l'inversion de la charge de la preuve. Et là, vous avez vu juste, c'est vraiment le point faible. Des mesures miroirs sans inversion de la charge de la preuve, ça ne tient pas. Et pour preuve, le rapport, je vais prendre un seul exemple, de la DG Santé, donc la direction de la santé européenne, qui a publié un rapport d'audit sur une mission qui s'est tenue au Brésil du 27 mai au 14 juin dans le but d'évaluer les contrôles sur les résidus de substances actives, les pesticides et les contaminants dans les animaux et les produits animaux. Ce dit audit aboutit également à la conclusion que ces déficits de contrôle sont à déplorer dans l'utilisation des hormones de croissance sur les bovins. Donc sur aucun des chapitres, les mesures miroirs ou les attendus ne sont respectées. Donc on a la même chose au Canada sur les hormones de croissance. Donc on est aujourd'hui sur des mesures miroirs qui ne sont pas très peu nombreuses, et quand elles existent, elles ne sont pas respectées. Donc une forme d'illusion et d'hypocrisie qui est de nature à désespérer le peuple paysan, ici, ailleurs, qui n'est bon pour personne. Et vraiment, encore une fois, je veux le redire, cette idée de prendre modèle sur les certifications des signes de qualité ou du commerce équitable comme modèle ex ante pour vérifier sur les productions avec un contrôle ex post via l'organisme de certification lui-même agréé par l'Union et des contrôles de la Commission qu'elle continuera à faire. Et nous proposons tout à l'heure dans un amendement le renforcement des contrôles aux frontières. Ce n'est pas une seule méthode. Peut-être que cette méthode n'est pas bonne, mais ce que nous disons à travers cette résolution, c'est que le statu quo est impossible parce qu'il est hypocrite, vous avez utilisé le mot. On est totalement dans l'hypocrisie. Or, nous avons un devoir de vérité à nos producteurs et j'ai envie de dire à nos frères paysans de l'autre côté de l'Atlantique, parce que c'est la même humanité, quoi. Donc, si on fait du commerce, il doit être équitable, loyal, fondé sur une expertise scientifique et des contrôles indépendants. Ma question, c'était comment convaincre nos partenaires européens ? Alors, j'ai 15 secondes 10 secondes pour répondre. Je le ferai peut-être à travers une autre question. Vous savez, on nous a posé la même question sur le devoir de vigilance et quelques autres initiatives françaises. Aujourd'hui, elles font le tour du monde. Donc il faut y croire, il faut se battre et il faut essayer de convaincre qu'un jour ce modèle, ou en tout cas cet objectif atteint par d'autres voies, mérite d'être atteint. Merci beaucoup. La parole est à Isabelle Roche pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, avec le groupe Horizon et Indépendants, nous partageons le diagnostic de cette proposition de résolution européenne. Et beaucoup d'entre nous sommes engagés contre l'adoption de l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Il nous semble aujourd'hui nécessaire que l'Union européenne fasse respecter au maximum des mesures miroirs pour protéger notamment notre secteur agroalimentaire contre les pratiques anticoncurrentielles peu respectueuses de l'environnement et des enjeux de santé publique. L'Union européenne et la France sont fiers d'avoir des normes exigeantes sur les produits alimentaires et ces normes nous permettent de préserver le climat et de protéger la santé des consommateurs. Peu de pays, d'espaces économiques à travers le monde peuvent se targuer d'avoir des standards aussi vertueux. Pourtant, de plus en plus, nos agriculteurs, nos éleveurs doivent faire face à une concurrence croissante au sein de l'Union européenne et au-delà. Et nous sommes d'accord, monsieur le rapporteur, que l'Union européenne gagnerait à s'assurer de conditions de concurrence équitables impliquant des normes de production similaires dans les pays qui exportent vers l'UE. Or, l'Union européenne ne peut pas contrôler les méthodes de production dans les pays d'origine. Elle peut les influencer. À titre d'exemple, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières permet de promouvoir des processus de production plus propres. On peut aussi citer, et vous l'avez fait, le règlement de l'UE visant à lutter contre la déforestation,
L'Union européenne peut aussi contrôler les limites maximales de résidus issus de pesticides interdits sur les produits qui sont échangés sur le marché européen. Et nous sommes d'accord qu'il faut sur ce sujet une plus grande fermeté sur les limites résiduelles et que nous gagnerions, entre États européens, à harmoniser nos normes environnementales pour éviter toute concurrence déloyale. Toutefois, il faut garder à l'esprit qu'une partie importante de la richesse de notre agriculture est issue de sa capacité à exporter et à rester compétitive. Une partie importante de cette compétitivité est garantie par la politique agricole commune. Le secteur agroalimentaire de l'Union européenne est en conséquence largement excédentaire sur les marchés mondiaux. Et nous pensons que l'inversion de la charge de la preuve telle que proposée ici risque de provoquer une aversion au commerce avec l'UE de la part de nos partenaires. Et nous ne partageons pas malheureusement votre optimisme sur la généralisation des pratiques vertueuses. Le risque est plus grand que nos partenaires commerciaux imposent en retour des embargos sur les produits européens et cela anéantira la capacité de nos agriculteurs à exporter. Et c'est pourquoi notre groupe s'abstiendra sur cette proposition de résolution. Et par ailleurs, je m'excuse par avance de mon départ avant la fin de la commission, puisque, étant membre de la commission spéciale portant réforme du financement de l'audiovisuel public et la Constitution étant à 17h30, je serai obligée de partir avant la fin. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Chère Isabelle Roche, je ne désespère pas de vous faire changer d'avis. Et je pourrais m'appuyer pour cela sur le... Mais non, mais c'est la confiance dans le discernement, la liberté de penser, etc. Lisez simplement le rapport Ambec, il a été commandé par votre mentor, votre leader, votre inspirateur, Édouard Philippe. Ce rapport Ambec est sans ambiguïté. Le bilan économique, parlons même pas d'écologie, parlons pas de santé, parlons simplement d'économie. Il est désastreux. Il est désastreux pour nos productions. On sacrifie l'agriculture française, globalement. Même les conditions apportées sur les SICO et sur les vins spiritueux, qui sont les seuls domaines qui pourraient gagner quelque part de marché au Brésil, en Uruguay et ailleurs en Amérique latine, ne seront pas soumis aux mêmes règles de règlement des conflits. On a un accord peau de lapin qui ne tient pas vraiment, même pour les secteurs où nous sommes naturellement exportateurs, où nous pourrions gagner des parts de marché. Globalement, on perd, et on perd sur des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est les pâturages et le labourage. C'est très clairement notre polyculture élevage, et c'est nos espaces français et leur capacité à produire de la nourriture de façon souveraine et qualitative qui est perdue. Alors, il faut faire un choix. On ne peut pas être, encore une fois, exportateurs libéraux quand ça nous arrange et protecteurs dans l'autre cas. La proposition n'est ni protectionniste ni ultralibérale. Celle que nous faisons est fondée simplement sur le principe de réciprocité qui conserve à la fois nos intérêts locaux en les conjuguant à des intérêts universels. C'est pour ça que nous en sommes fiers, parce qu'elle provoque un cercle vertueux. Il y a un risque de rétorsion commerciale ponctuelle. Il faudrait être fou pour le nier, et vous avez raison de le pointer. Mais globalement, le rapport Ambec, commandé par Édouard Philippe, dit que nous perdons. Nous perdons globalement. Alors, est-ce que nous acceptons de perdre globalement pour quelques segments de quel produit d'ailleurs venu de la Moselle? Je ne vois pas très bien, chère Isabelle Roche en l'occurrence. Mais au-delà de l'intérêt mosellan ou lorrain que nous partageons et de la passion commune que nous avons pour la Lorraine, globalement, l'agriculture française perd et perd très lourdement. Les rapports sont sans ambiguïté. Elle perd et nous perdons. Alors, sur le plan sanitaire et écologique, c'est un désastre. Et notamment sur le plan climatique, c'est des millions de tonnes de CO2 qui seront émises, en plus une déforestation, une perte des prairies. Enfin, mais même sur le plan économique, ça ne tient pas. Donc j'espère vous faire changer d'avis. Il y a une autre hypothèse, c'est qu'on enclenche un cercle vertueux de mode et que, y compris nos partenaires commerciaux, nous rappellent à nos obligations en matière de transition écologique et nous aident à protéger le Green Deal qui est fortement menacé par certaines forces conservatrices et libérales en Europe. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est au président Chassaigne pour 2 minutes 30. Monsieur le rapporteur, chers collègues, je souscris évidemment aux propositions présentées dans cette proposition de résolution à l'initiative de Dominique Potier. J'insisterai d'abord sur un point qui me paraît absolument déterminant, c'est celui des moyens de contrôle et du système de contrôle et de sanctions européens. Dans le rapport de la mission parlementaire sur la sécurité alimentaire européenne que j'avais conduit pour cette commission en 2020 avec ma collègue Catherine Hausson, une de nos propositions portait sur la création d'une police sanitaire européenne avec des compétences en matière de répression des fraudes alimentaires. Nous avions souligné à l'époque l'insuffisance des moyens de l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission européenne et le besoin de renforcer largement ses moyens et ses prérogatives. D'ailleurs, vous soulignez les grandes différences qui existent entre États européens concernant les agences sanitaires et de contrôle. Cette proposition n'était pas sortie du chapeau.
puisqu'elle s'appuyait déjà sur un engagement du président de la République, qui, dans son discours de la Sorbonne de septembre 2017, demandait, je cite, la création d'une force européenne d'enquête et de contrôle pour lutter contre les fraudes, garantir la sécurité alimentaire, assurer le respect des standards de qualité partout en Europe. Monsieur Potier, vous marchez sur les pas de Jupiter. Sur l'enjeu de la réglementation des échanges internationaux, je voudrais faire 2 remarques. La première, concernant les réglementations européennes, les plus complexes, reconnaissons-le, sont malheureusement souvent les plus faciles à contourner. Je pense souvent à Honoré de Balzac, d'ailleurs, quand il parlait des lois, il disait les lois, c'est comme les toiles d'araignée, ça retient les petites mouches, mais ça laisse passer les grosses. C'est un peu ça, la réglementation européenne. Et la seconde remarque, c'est que nous savons, j'insiste là-dessus, que le meilleur des produits agricoles importés est celui que l'on n'importe pas et que l'on produit dans notre pays. Je l'ai souvent dit lors de nos travaux, là, dans les échanges que l'on a, les racines du problème sont éminemment idéologiques. C'est le fruit pourri du mythe néolibéral, celui d'un capitalisme mondialisé, d'une société de tout marché. C'était porté par des économistes comme Ricardo au début du XIXe siècle. C'est les avantages comparatifs. Ça, c'est terminé. Et je crois qu'il faut être très attentif au fait. Sortons des traités de libre-échange, l'agriculture, allons vers des coopérations parce qu'il est nécessaire de coopérer et produisons le plus localement possible. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Merci, cher André Chassaigne, pour cette contribution. Il y avait de la poésie là, dans les propos à la fin de l'élan et ça fait du bien. Ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai lu tout à l'heure à Marita Caramelli le rapport de la DG Santé l'an dernier au Brésil. Il y a un rapport de 2019 au Canada qui dit des choses à peu près équivalentes et qui vient confirmer vos dires sur l'incapacité à contrôler réellement, ni dans les ports, les aéroports et encore moins sur place. Et l'idée du président de la République me paraît... je vois le dessin et je le salue, si vous voulez faire une police sanitaire internationale, mais il y a un problème d'extraterritorialité. Il y a un problème de moyens financiers d'une telle armée de fonctionnaires européens capables de se déployer dans le monde. Je pense que notre proposition est bien plus agile et plus performante. Elle a fait ses preuves. Ce n'est pas les fonctionnaires européens et ce n'est pas les fonctionnaires français qui vont dans les fermes bio pour vérifier jamais c'est bio. C'est bien des organismes privés certifiés par l'Union qui, avec une vraie agilité, parce qu'il en va de leur propre certification, donc de leur modèle économique, qui, de façon très exigeante, doivent contrôler le système. Donc c'est bien de l'entreprise à entreprise qui se contrôle sous le regard de l'État, qui lui-même est intransigeant quant à la probité des organismes de contrôle. C'est bien plus habile et je pense que le président de la République pourrait être sensible à notre proposition dans le sens où elle est plus économe des moyens publics, somme toute, en reportant ça sur un contrôle privé certifié, encore une fois, par la puissance publique. Je voudrais juste, en quelques mots, redire que j'ai dit le désastre constaté au Brésil sur les questions à la fois pesticides et antibiotiques. Regardez ce qu'on dit simplement sur la seule mesure miroir qui existe, une des principales mesures miroirs, celle qui concerne le Canada. Le système actuel mis en œuvre par les autorités compétentes afin d'évaluer la conformité des établissements produisant des denrées alimentaires avec la législation canadienne et les dispositions supplémentaires de l'UE n'est pas en mesure d'apporter la garantie que seuls les établissements pleinement conformes continuent à figurer sur la liste des établissements autorisés à exporter vers l'UE. Le système ne rend pas dûment compte des conditions réelles de structure et d'hygiène dans les établissements enregistrés ou fédéraux. Un seul des 3 établissements visités par l'équipe d'audit pouvait être considéré comme pleinement conforme. Nous sommes sur une mesure miroir, sur un accord qui est déjà en œuvre sans être tout à fait, qui n'a pas été ratifié, le CETA, et cette mesure miroir ne fonctionne pas. C'est ce que disent le rapport d'audit de la DG Santé. Ce n'est pas une équipe de gauchistes ou une ONG, c'est la DG Santé qui va au Canada et qui dit voilà une mesure miroir qui ne marche pas. Donc le système de contrôle n'est pas bon, il faut lui substituer une inversion de la charge de la preuve. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à Patrice Martin pour le groupe Rassemblement National et pour 2 minutes 30. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous nous trouvons à un tournant stratégique de nos négociations internationales. La Commission européenne affiche sa confiance dans une conclusion imminente de l'accord commercial entre l'UE et le Mercosur, accord qui pourrait être finalisé d'ici la fin de l'année. La France défend depuis des années une condition essentielle à cet accord, l'intégration des clauses miroirs. Ces clauses garantiraient que les normes de production imposées aux agriculteurs européens s'appliquant également aux producteurs sud-américains, évitant ainsi une concurrence déloyale qui pèserait lourdement sur nos producteurs. Car nous ne devons pas accepter un accord qui exige que de nos agriculteurs le meilleur tout en tolérant des standards inférieurs pour les concurrents directs. Donc,
L'accélération de cet accord repose aujourd'hui sur une structure divisée en deux volets, l'un politique et l'autre purement commercial, qui permettrait son entrée en vigueur dès son approbation par une majorité qualifiée des États membres et le Parlement européen, sans passer par nos parlements nationaux. Un tel processus restreint sans les débats démocratiques dans chaque État membre suscite de vives interrogations. D'autant plus que dans le climat actuel, la France perd son poids politique en Europe. Les conséquences de la dissolution se font toujours ressentir et ses alliés au sein de l'Union pour résister à cet accord diminuent. L'Allemagne et l'Espagne avancent avec fermeté en faveur de la ratification. Par ailleurs, la réglementation anti-déforestation adoptée récemment lors de la dernière législature offre à l'UE davantage de garanties de commercialisation. Pourquoi accélérer cet accord malgré ces incertitudes pour l'agriculture française? La réponse de l'intérêt de l'Union européenne réside en partie dans sa volonté de diversifier ses partenaires commerciaux, de réduire des dépendances et de freiner l'influence de la Chine en Amérique latine. Pour répondre aux préoccupations légitimes de la filière agricole, la Commission envisage la création d'un fonds d'accompagnement d'1 milliard d'euros, activé qu'en cas de distorsion de concurrence avérée, et qui ne crée vraiment pas un climat de confiance autour de l'accord, puisqu'il implique bien que le texte crée des difficultés pour certaines filières agricoles. Cet accord répond-il réellement aux attentes de l'Europe? Enfin, j'ajoute que les contrôles aux frontières doivent être de la compétence de l'UE, vigilante et stricte. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Merci. Vous semblez partager le diagnostic. Je n'ai pas vraiment compris si vous alliez soutenir ce texte, si vous aviez des réserves sur certains points, éventuellement les exprimer. Je me permets, je vous donne mon temps de parole, mais sur quel point éventuellement vous auriez des réserves? Prenez le micro, chers collègues. Le rapporteur vous offre gentiment 30 secondes. Notamment sur la vigilance au moment des importations. Voilà, ça c'est une clause que nous serons intransigeants sur le sujet. Ok, alors le rapport de la commission d'enquête sur les pesticides a consacré plusieurs pages. On a vraiment documenté, on a écouté une fois, deux fois la DG Concurrence, les douaniers, les services de la DGAL, du ministère de l'Agriculture, etc. On a vraiment été à fond sur ces sujets. Et pourquoi? Parce qu'on était tangenté par un de vos collègues qui n'est plus aujourd'hui Grégoire de Fournas, qui en permanence nous disait on ne peut pas faire le Green Deal européen, on ne peut pas faire la transition agroécologique, on ne peut pas exiger à nos paysans de produire plus sain autrement, etc., puisqu'on a des concurrences déloyales. Et c'est bien en réponse à Grégoire de Fournas et à cette idée d'un protectionnisme que nous ne partagions pas, que nous avons cherché les voies d'un juste échange et d'une concurrence déloyale. Tous les dispositifs, nous proposons dans un amendement tout à l'heure de les renforcer, de contrôle aux frontières, ne sont pas suffisants. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, ils sont très importants. On contrôle un produit sur 1000 à peu près, on découvre 10% d'erreurs ou de machin, mais on ne peut pas y arriver, ça demanderait, encore une fois, des armées de douaniers et de contrôle, etc. Donc c'est bien à la source qu'il faut aller chercher. D'où l'innovation de notre proposition, c'est aller chercher à la source. Mais néanmoins, il faut renforcer le système des douanes, de la concurrence, etc. et travailler de façon plus coordonnée. À noter que les pouvoirs publics, depuis quelques années, ont énormément progressé dans les coopérations entre la DGCCRF et la DGAL, notamment, pour trouver des solutions plus coordonnées d'action et de contrôle sur toute la chaîne de distribution des aliments. Et je salue le fait que les pouvoirs publics, ces dernières années, aient engagé des mesures de modernisation qu'il nous faut poursuivre en termes de moyens financiers, mais qui sont tout à fait innovantes. On avait, à un moment donné, des produits alimentaires qui étaient suivis par la DGAL et d'autres produits qui étaient suivis par la DGCCRF sans coordination. En cas d'alerte sanitaire, on était en panne. Désormais, il y a une meilleure coordination. Nous proposons de renforcer ces coopérations. Merci, monsieur le rapporteur. Dernière prise de parole pour les orateurs de groupe. Constance Le Grip pour le groupe Ensemble pour la République et pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le rapporteur Potier, je voulais rebondir par rapport à certaines des choses que vous avez dites. Nous partageons bien sûr ce que vous avez dit concernant la nécessité de réguler le commerce international, ô combien. Nous voulons également, comme il a beaucoup été question du Mercosur, redire notre opposition à nous, députés du groupe Ensemble pour la République, à cet accord d'association commerciale et politique, dit accord UE-Mercosur, en l'état, et que nous allons continuer à nous opposer, comme l'ont déjà
l'a dit et redit à de nombreuses reprises, le président de la République, le Premier ministre, la ministre de l'Agriculture, la ministre du Commerce extérieur. Nous nous associons d'ailleurs à une toute récente initiative transpartisane avec des députés, des sénateurs, des députés européens pour redire notre opposition à cet accord d'association. Je dis à dessein l'expression accord d'association parce que c'est l'un des nœuds du problème qui, encore une fois, en l'état, ne respecte pas les accords de Paris, va entraîner des risques de déforestation amazonienne forts et est également très faible, c'est le moins qu'on puisse dire, en matière de clauses miroirs. Pour en venir à votre proposition de résolution, monsieur le rapporteur Potier, nous tenons à saluer son esprit, la démarche qui vise à mettre en regard des réelles distorsions de concurrence qui frappent nos agriculteurs européens et particulièrement nos agriculteurs français. Un certain nombre de propositions. Nous pouvons partager cet esprit et plusieurs de vos propositions, même si nous voulons souligner l'aspect quelquefois un petit peu compliqué ou à certains égards irréaliste de certaines des propositions. Mais par exemple, l'interdiction des substances favorisant la croissance animale telles que les antibiotiques utilisés comme promoteurs de croissance, renforcés par des contrôles plus rigoureux, doit être une avancée significative pour la sécurité alimentaire, la sécurité de nos concitoyens. L'extension de l'indication obligatoire de l'origine des produits, là aussi, nous semble être quelque chose qu'on peut considérer comme un progrès notable pour la transparence que nous devons aux consommateurs. Mais comme il faut aller vite, je vais aller aussi vers certaines des propositions contenues dans votre proposition de résolution qui soulèvent de notre part un peu plus de réserve, notamment quand vous parlez des mesures miroirs. Nous entendons bien que celles-ci sont extrêmement protectrices. Elles sont par ailleurs extrêmement compliquées à mettre en œuvre, parce que contrairement aux clauses miroirs, elles ne sont pas attachées à un accord ou un traité, mais elles valent pour l'ensemble de la législation européenne. Et donc, il faut l'accord de tous les États membres, des deux co-législateurs européens. Et donc là, on est assez réservé quant à la faisabilité d'une telle mesure. Voilà, je ne veux pas être plus long. Même si nous saluons l'esprit, nous nous abstiendrons sur le texte de votre proposition de résolution tel qu'il est rédigé en l'état. Merci, Madame Le Grip. Monsieur le rapporteur. L'esprit et la lettre. Bon, on partage au moins l'esprit, mais parfois la lettre dit le fond de l'esprit. Le président de la République proposait de créer une police sanitaire européenne. Il va plus loin que moi. Mais il a une forme très administrative, qui me paraît pas, pour le coup, pas très réaliste. Mais je salue l'esprit. On partage le même scandale. Nous imposons à nos producteurs des conditions qui nous semblent bonnes pour la planète et pour notre santé. Et nous accueillons des produits qui ne respectent pas ces mêmes règles. C'est insupportable. Est-ce qu'on peut avoir des vétérinaires européens qui sillonnent le monde ? C'est pas très réaliste. Par contre, il y a des organismes privés qui travaillent sous contrat avec la puissance publique et qui savent parfaitement faire ça. Moi, j'ai une expérience, vous savez, d'agriculteur avec des certifications. C'est quelque chose qu'on prend très au sérieux. Benoît connaît ça, Mathilde connaît ça. Tous ceux qui ont l'expérience d'un certificateur privé savent à quel point leur modèle économique, la survie de leur entreprise dépend du respect de ces normes. Les contrôles sont impromptus. Ils prennent la forme parfois d'une enquête de police. Chaque pièce comptable, analyse de sol, prélèvement de produits, etc. C'est des moyens qui sont sérieux. C'est pas un audit de greenwashing ou de social washing. C'est pas de la propagande. C'est pas de la communication. C'est un véritable instrument de contrôle. Et alors c'est exigeant, mais on le fait dans la bio, dans le monde. On le fait dans le commerce équitable. Pourquoi pas le faire pour l'ensemble des... Et puis, si des États, avec une puissance publique non corrompue, sérieuse, engagée, garantissent qu'ils ont une inspection du travail, l'équivalent d'une DREAL, et que même que l'État tiers garantisse des conditions de production, eh bien, il faut peut-être alléger le contrôle privé. Mais il est au moins une mesure, non pas de rétorsion, mais de garantie que le commerce se fait sur des bases saines. Donc, vous réfutez la lettre... Mais j'entends, vous avez des réserves. J'aurais aimé savoir si elles étaient sur la production, l'exportation de pesticides interdits dans l'Union européenne. Notamment. Alors là, il y a une question, chère Constance de Grip, je vais vous dire, il y a une question qui se pose, qui est une question morale. Est-ce qu'on peut exporter des produits qu'on a interdits chez nous ? Moi, je ne le souhaite à personne. Je ne souhaite pas que la France, avec l'Europe, continue à exporter des produits qu'elle a interdits chez elle. C'est une question simple de morale qui a des sources, vous savez, très profondes dans notre civilisation. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Nous en avons fini avec les orateurs de groupe. Il me reste 2 prises de parole pour 1 minute
hors des orateurs de groupe, en commençant par Mathieu Marquiot pour le groupe Rassemblement National, pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Votre proposition de résolution européenne met en lumière un enjeu fondamental, la protection de notre agriculture contre une concurrence déloyale liée à l'importation de produits agricoles traités avec des phytopharmaceutiques interdits au sein de l'Union européenne. Il est inacceptable que des denrées produites dans des conditions que l'Union européenne juge dangereuses pour la santé publique et l'environnement se retrouvent sur notre marché. Ces pratiques mettent en péril les efforts de nos agriculteurs qui respectent des normes très strictes et qui pèsent lourdement sur leur compétitivité. En exigeant des mesures miroirs pour imposer des standards équivalents sur les produits importés, cette résolution appelle à une véritable éthique de réciprocité. Alors comment s'assurer que cette exigence soit fermement défendue aujourd'hui au niveau européen et que les produits importés ne mettent plus en danger la sécurité alimentaire de nos concitoyens? Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Souligner la sécurité alimentaire de nos concitoyens, et ça me permet de rebondir sur ce scandale qui sont les limites de tolérance à l'importation. Il y a aujourd'hui, c'est renseigné, et encore une fois, c'est le fruit d'audition de la DG Santé, de la DG Commerce, de la DG Agriculture et des ministères concernés en miroir au niveau français. Il y a des pays et des firmes qui cessent de demander le renouvellement d'autorisation des produits afin que les produits ne soient plus sur la liste des interdits. Donc l'homologation tombe, les produits ne sont plus référencés et dès lors ils bénéficient de tolérance à l'importation. Ce genre d'hypocrisie et de manœuvres ne sont pas acceptables. Elles ne le sont pas, alors j'insiste, c'est peut-être une différence entre nous, elles ne le sont pas seulement pour le consommateur européen. Elles ne sont pas seulement scandaleuses pour les producteurs français, elles sont scandaleuses également pour les travailleurs de la terre latino-américains et pour leur propre population qui consomment les mêmes produits. C'est encore une fois, nous sommes dans une démarche universaliste et non pas protectionniste. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à Sabine Thier pour le groupe démocrate et pour 1 minute. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le rapporteur, pour votre initiative. On l'a déjà dit, on la soutient. Néanmoins, je vais me faire un peu l'avocat du diable, un petit peu quand même, parce que l'Union européenne a quand même besoin d'appui dans le monde. La situation géopolitique, elle a beaucoup changé. Nous avons besoin aussi de renforcer nos relations avec des régions dans le monde où on a un espoir de partager certaines valeurs communes. On a besoin de la coopération politique et économique. Comment vous voyez cet aspect-là dans le cadre, évidemment, du refus de l'accord du Mercosur? J'ai signé la tribune également, mais n'empêche que je me pose quand même cette question-là. Comment maintenir des relations commerciales avantageuses pour nous tous? Merci, monsieur le rapporteur. Cher Sabine Thier, nous le connaissons, nous avons déjà eu dans la dernière mandature l'occasion de travailler ensemble sur de beaux projets et je suis sûr de vos convictions. Cette question n'est pas une question qui vient de quelqu'un qui pense ultralibéral à pas du gain à court terme. Vous posez la question d'un isolement potentiel de la France sur ces sujets. C'est une question qu'on doit partager. Moi, l'histoire de la compétitivité de la France, de sa place dans le monde, ce n'est pas des questions auxquelles les socialistes et moi-même nous sommes indifférents, nous sommes extrêmement. Sauf qu'il y a aujourd'hui une bascule. Oui, nous perdons des parts de marché, de la compétitivité par rapport à la plaque asiatique et par rapport aux Amériques. C'est vrai, c'est une réalité. Est-ce que ça doit nous amener à être dans une logique de dumping fiscal? Est-ce que ça doit nous amener à être dans une logique de régression environnementale et de régression sur les droits humains et les droits sociaux? Je ne pense pas. Parce que de toute manière, à ce jeu-là, nous perdrons quand même. C'est bien sur la double articulation de l'économie. Et je regarde Charles à dessein, parce que c'est son combat dans l'hémicycle autour du PLF et des grandes entreprises. Nous gagnerons sur les principes de justice et de transition écologique. Autrement dit, sur des questions éthiques, nous ne gagnerons jamais la compétition mondiale sur une autre arme que celle d'une économie fondée sur une éthique, sur un ethos européen. Donc on a un moment de bascule, c'est le moment d'avoir des convictions. Les limites planétaires nous imposent, et la dignité humaine nous impose de conserver le cap. Merci. Et justement, la transition est toute faite vers Charles Sittonstuhl pour le groupe Renaissance. C'est pour 1 minute. Dominique Potier, me voyez venir. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, je voulais dire quand même que je partage ce qu'a dit la collègue du MoDem avant. Je me pose beaucoup de questions quand même. Je vois que l'objectif est louable.
je peux le partager de façon intellectuelle. Mais vous avez dit à l'instant, Dominique Potier, qu'on perd la compétitivité, effectivement, dans certains secteurs industriels. Mais il y a un secteur industriel, enfin économique plutôt, où on reste très puissant et d'ailleurs on s'améliore, c'est l'agroalimentaire. Je rappelle qu'en 2023, le surplus agroalimentaire de l'Union européenne, c'est 70 milliards d'euros. Là où les États-Unis, il faut le rappeler, sont maintenant importateurs et la Chine est importateur. Donc moi je pense que sur un sujet comme celui-ci, il faut être extrêmement prudent. Et du coup, moi, la question que je vous pose, c'est comment est-ce qu'on évalue les impacts sur l'industrie agroalimentaire des mesures que vous préconisez. En tout cas, moi, j'invite quand même à beaucoup de prudence sur ce sujet. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, on est passé de la 6e à la 12e place dans le jeu de l'import-export à l'échelle internationale sur l'agroalimentaire. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein, ça remonte. Non, mais je parle France. Je me permets de parler français. Hein, c'est très attaché à l'Europe comme vous. Hein, c'est aussi passionné par l'Europe que pour vous. Mais néanmoins, législateur français, on peut avoir une préoccupation nationale. La France a régressé. Et ce qui est prédit par le rapport Ambert, encore une fois, produit à la demande d'Édouard Philippe, est sans appel. On va encore régresser. À part quelques segments comme les vins spiritueux, pour tout le reste, on va reculer. On va reculer 99 000 tonnes de viande bovine. Il y a les effets écosystémiques, il y a aussi les effets de filière sur l'élevage, la décapitalisation qui va se poursuivre, etc., etc. Vous savez que l'Europe s'interroge, la France s'interroge sur son bilan production-consommation de lait à l'horizon 2030. C'est une situation dramatique, quoi. Donc, aller fragiliser des segments de souveraineté alimentaire aussi essentiels que la viande et le bœuf, on a déjà sur 30% de bœuf importé aujourd'hui. C'est un poulet sur 2 aujourd'hui. Donc on voit bien que la pente est mauvaise et que le Mercosur ne ferait que l'accentuer. Donc une autre voie est possible, c'est ce que nous disons dans cette PPR. Merci, monsieur le rapporteur. Vous suscitez le débat. J'ai encore 2 demandes de prise de parole supplémentaires. Et puis après, je vous propose, je vous prie de m'excuser. Chers collègues, c'est très bien. Je vous propose qu'on passe quand même aux amendements ensuite, parce qu'il y en a quelques-uns. En commençant par Benoît Biteau pour le groupe écologiste, ensuite Marietta Caramanli, puis ensuite on ira aux amendements. Pour 1 minute. Oui. Juste peut-être apporter un regard différent, notamment sur la base des 2 dernières interventions. Le point de vigilance qu'amène ce rapport, c'est de vérifier que les productions agricoles ne soient pas les variables d'ajustement à des échanges à l'échelon planétaire. Et si on en est là aujourd'hui, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à la conférence de presse, c'est qu'on a spécialisé les zones de la planète dans certaines productions. Et c'est là la difficulté. C'est-à-dire que ce pourquoi on doit se prémunir, c'est éviter que ces zones de spécialisation ne nous rendent pas toujours plus vulnérables. On le voit au profit d'accidents géopolitiques, on le voit au profit d'accidents climatiques. Ces zones spécialisées nous rendent extrêmement vulnérables. Et donc, on doit imaginer la façon dont on organise ces échanges de manière à ne plus être vulnérable. Et donc, ça doit questionner la problématique du multilatéralisme. C'est-à-dire que si on a des accords de libre-échange aujourd'hui entre 2 zones de la planète, de façon bilatérale, c'est parce que le multilatéralisme n'existe plus. Donc, il n'est pas question de remettre en cause les échanges planétaires. On aura toujours besoin d'un peu de cacao et de café, mais de se poser la question du multilatéralisme de manière à ce que ça fonctionne. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. À Benoît Biteau, les études scientifiques internationales, notamment l'étude Terra Monde, le CIRAD, l'organisme qui travaille dans les Outre-mer et dans les coopérations africaines, notamment français, comme l'INRAE, avec une dizaine d'autres organismes internationaux, sont très clairs. On aura besoin de tous les paysans du monde et de toutes les terres arables du monde. Il ne faut pas perdre de terre, il ne faut pas perdre de paysans, il faut de l'échange équitable, il faut arrêter de gaspiller, il faut des infrastructures de transport, il faut du commerce juste, il faut échanger juste ce qu'il faut, le faire au prix juste, et on peut nourrir 10 milliards d'habitants. Mais les outils, ça s'appelle la régulation et la coopération, et pas une vaine compétition qui, de toute façon, est perdue pour l'Europe au regard des pratiques de nos compétiteurs si nous ne sommes pas clairs dans notre orientation, qui est celle du Green Deal et celle des transitions indispensables et du partage de la valeur. Merci. Marietta Caramanli, pour 1 minute. Oui, juste un mot. Moi, je trouve qu'effectivement, le mécanisme qui vient ici ajouter un chaînon qui manquait jusque-là entre justement la définition des normes respectées et le contrôle par nature qui est limité à l'arrivée des marchandises. Donc c'est quand même c'est important de le rappeler. Et puis j'écoutais avec beaucoup d'attention les différentes interventions des collègues sur ce sujet et parfois je sens un peu une certaine pas crainte mais une réserve
qui repousse à plus tard. N'oublions pas quand même que s'il s'agit d'une résolution européenne en commission des affaires européennes, donc c'est une volonté parlementaire. Voilà, il faut rester aussi humble et modeste. Ça ne va pas transformer du jour au lendemain la situation. Je pense que c'est un signal de porter ces questions-là au sein de notre commission et au sein du Parlement, pour que d'autres, au niveau européen, et que les gouvernements puissent s'en saisir et aller plus loin. Donc n'arrêtons pas le processus ici. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, si vous avez un dernier commentaire. Non, c'est effectivement, merci Marita de redire qu'il s'agit d'interpeller les autorités européennes, c'est-à-dire le Parlement, le Conseil et bien sûr la Commission, pour leur dire il existe des voies inexplorées aujourd'hui pour rendre plus loyaux les échanges, au-delà même des questions du Mercosur. Nous avons rajouté une disposition dans cette nouvelle version de la PPRE qui parle du Mercosur, et nous la précisons en termes de plaidoyer pour que la France évite le découplage entre l'accord politique et commercial, mais ce n'est qu'une résolution européenne pour inviter à une étude d'impact et à ce que nos collègues européens se saisissent de ce dossier. Si nous le partageons ici, ce n'est que ça. On n'est pas en train d'écrire l'histoire immédiate, on est en train de poser des jalons d'un commerce plus loyal, plus équitable et plus protecteur de nos biens communs écologiques. Merci. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Merci, mes chers collègues, pour ces premiers échanges. Nous en venons maintenant à l'examen des amendements, en commençant par l'amendement numéro 1, porté par monsieur le rapporteur. Oui, il précise à l'alinéa 34, un alinéa ainsi rédigé, adopter un principe général d'inversion de la charge de la preuve pour le respect des mesures miroirs, obligeant les opérateurs économiques qui exportent vers l'Union européenne à faire certifier les conditions de production et de transformation par un organisme tiers lui-même agréé par l'Union européenne. Donc on est sur la précision du cœur de notre proposition à travers cet amendement. Merci. Merci. Il n'y a pas de demande de prise de parole. Je le mets donc aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Amendement numéro 11, porté par monsieur Bittot. Oui, merci, Monsieur le Président. Il s'agit juste d'insérer un mot qui vise à accentuer les mesures de soutien à la transition agroécologique, je dirais même la bifurcation, je propose. Donc c'est un amendement qui vise à souligner l'importance des solutions déjà existantes pour réduire l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Et donc l'idée, c'est d'accompagner cette science qui est l'agronomie, qui permet de nous éloigner des pesticides et de mettre en œuvre les politiques publiques qui accompagnent cette bifurcation. Donc voilà, l'idée, c'était de dire il faut accentuer les mesures qui permettent, qui visent à accélérer donc la bifurcation agroécologique. Merci. Monsieur le rapporteur, quel est votre avis ? Ça va mieux en le disant, favorable. Très bien. Je mets donc aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable du rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Amendement numéro 2, monsieur le rapporteur. C'est une précision sémantique, mais elle est importante. Elle dit que les mesures miroirs telles que nous les proposons s'appuient sur les questions d'impact sur la santé, l'environnement, la biodiversité, en aucun cas sur une logique protectionniste. C'est pas en disant, on veut garder Europe, même si l'idée n'est pas illégitime, quoi, mais elle s'appuie sur des principes universellement reconnus et scientifiquement fondés. Merci. Bien, il n'y a pas de demande de prise de parole. Je mets donc aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Amendement numéro 3, monsieur le rapporteur. Il est rédactionnel. Hein. Il simplifie la rédaction en parlant d'une mise en œuvre effective et le contrôle de l'application des mesures miroirs existantes. Il est purement rédactionnel. Pardon. Très bien. Je mets donc aux voix cet amendement. Qui est pour ? Contre ? Il est adopté. Amendement numéro 4, monsieur le rapporteur. Il évoque la mise en œuvre du règlement sur la déforestation importée, l'élargissement progressif de son champ d'application à tous les produits et à toutes les zones forestières à risque, en évaluant dès à présent l'impact pour les petits producteurs et les mesures d'accompagnement nécessaires. Très bien. Je le mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Amendement numéro 5, monsieur le rapporteur. Alors, encore une fois, l'inversion de la charge de la preuve n'empêche pas de renforcer les moyens aux frontières qui se sont modernisés, qui suscitent des coopérations plus importantes entre l'Europe et les pays membres, mais également au sein des pays membres par des coopérations entre le ministère de l'Agriculture, le commerce, etc. On parle donc de renforcement des moyens et des capacités d'autorités douanières, vétérinaires et phytosanitaires pour leur permettre d'assurer un contrôle efficace des nouvelles exigences sanitaires, environnementales et sociales imposées aux opérateurs économiques des pays tiers sous la base du consensus scientifique. Voilà. C'est clair. Très bien. Je mets... Monsieur Martin. Oui, moi j'ai mis des réserves consécutivement à notre discussion de tout à l'heure. Vous avez dit que ce sujet d'aller chercher la sécurité alimentaire à la source.
Et moi, je suis assez prudent sur le sujet, hein, donc je suis réservé sur le vote. Voilà. Très bien. Monsieur le rapporteur. Oui, c'est une mesure complémentaire. On ne voulait pas, si vous voulez, que l'inversion de la charge de la preuve nous dise, bah, écoutez, on peut ouvrir les frontières puisqu'on a contrôlé en amont au Brésil, en Uruguay, au Chili, les conditions de production. Maintenant, on ouvre nos frontières, on ne fait plus de contrôle. Non, on dit, il faut les deux. C'est vraiment les deux. Il faut aller contrôler en amont, c'est l'inversion de la charge de la preuve, la certification. J'ai déjà assez développé, je n'y reviens pas. Mais il semble que les moyens douaniers, toutes les autorités qu'on a consacrées nous disent, l'Europe et par délégation les États membres ne consacrent pas assez d'énergie et de moyens pour le contrôle aux frontières. Donc nous proposons parallèlement de les renforcer. Monsieur Martin, vous vouliez redire un mot? Non. Oui, toujours pas convaincu. D'accord, très bien. Bah, je le mets au voix, puis vous pourrez l'exprimer à travers votre vote. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous avons 2 amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune, en commençant par le numéro 6 de Monsieur Potier. Oui, il est purement rédactionnel. C'est une simplification d'un chapitre qui n'était pas heureux et les rédactions ultérieures le simplifient. Donc on allège le texte. Hein. Très bien. Et le numéro 10 de Monsieur Biteau. Oui, il vise à intégrer la notion d'horticulture. On a vu dans l'actualité récemment la difficulté de la filière horticole et notamment en lien avec les fleurs coupées qui, pour 85%, viennent de pays étrangers. Je pense au Kenya, je pense à la Colombie, par exemple, où on utilise des pesticides interdits et où, de toute façon, le contrôle de ces pesticides est peu encadré puisqu'on n'est pas sur des productions alimentaires. Sauf qu'on voit bien que les fleuristes qui manipulent ces plantes, ces fleurs coupées, peuvent être exposés par la présence de ces pesticides sur ces tiges à des contaminations. Et donc l'idée c'était d'insérer le mot horticole dans la proposition d'article de manière à ce qu'elle soit couverte par la proposition dans cet article et préserver les acteurs de la commercialisation des fleurs coupées notamment. Merci, monsieur le rapporteur. On a tous été extrêmement émus par le cas de cette jeune fille qui a perdu, voilà, qui a souffert terriblement. Je voudrais dire simplement un mot, avec un peu d'émotion. Le groupe socialiste met vraiment en partenariat de façon transpartisane à porter la création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytosanitaires. Agnès Buzyn a tenu parole, elle l'a intégré au PLFSS. C'était il y a quelques années. C'est un combat qu'on a porté au long cours. Et c'est ce fonds qui a permis la prise en charge la prise en charge, la détection et la documentation de la maladie, du drame que vous avez cité tout à l'heure. Donc l'importance de nommer les responsabilités pour pouvoir engager des préventions. La question de l'horticulture est devant nous. Je ne sais pas quel collègue, de quel parti, de quel mouvement politique va le prendre, mais c'est un très beau sujet. Il faut organiser la transition de ces productions qui aujourd'hui défient tout entendement en matière d'exposition sur le plan des maladies, des fleurs qui font le tour de la planète, etc. C'est un non-sens. Il y a quelque chose à faire en tenant compte bien sûr de l'économie des fleurs ici et ailleurs et en organisant une transition qui tienne compte des conditions socio-économiques. Mais on ne peut pas rester dans le statu quo en la matière. Donc merci d'avoir proposé cette solution. Elle tombe mal puisqu'on vient de supprimer juste avant l'article sur lequel elle était supportée. Je propose de le reprendre en le formulant ainsi. On insérerait, après la deuxième occurrence de l'alinéa 43, donc précédent, les produits agricoles, horticoles et agroalimentaires. Et je pense que votre amendement serait ainsi satisfait. Vous en êtes d'accord? Merci. C'est exactement ce que je propose, c'était d'adosser horticole à agricole. Donc vous retirez votre amendement au profit de celui-ci. Très bien. D'accord. Du 12 que j'ai défendu. Hein. Très bien. Donc je mets aux voix l'amendement numéro 6 de M. Potier, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. L'amendement numéro 10 a été retiré. Je mets aux voix l'amendement numéro 12 qui vient d'être défendu par M. Potier, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement numéro 7 du rapporteur. Pardon. Je prie de m'excuser. On propose, après les mots mise en œuvre du pacte vert, de supprimer la fin de ces... On est dans du rédactionnel, pardon. Très bien, je le mets aux voix. Qui est pour, contre, il est adopté. Amendement numéro 8. Merci pour votre coopération, Monsieur le Président. C'est peut-être le point nodal de notre réunion, et merci de me donner ce document. On propose de s'opposer à travers cet amendement à toute scission de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur,
qui passerait outre la règle de l'unanimité au Conseil de l'Union européenne et s'affranchirait du vote des parlements nationaux des États membres. C'est le sens de la tribune qu'a défendu André Chassaigne il y a quelque temps, qui a été signée par très largement, et d'une autre initiative, je voudrais le dire ici, portée par Yannick Jadot au Sénat, et qui est en train de rassembler sur un arc très large des députés et des sénateurs qui devraient atteindre un certain record, parce qu'elle vise précisément cette question de la scission. Donc même combat au Sénat et ici, sur des arcs très larges. C'est peut-être le cœur de notre disposition. On avait une proposition universelle sur le commerce loyal. On y a ajouté évidemment cette défiance au Mercosur. Et je le crains, et je le redis ici, quoi qu'on pense de tel ou tel groupe, le fait que le gouvernement ait empêché le groupe LFI de porter ce débat dans sa niche est une anomalie démocratique que je condamne le plus fermement, tout simplement comme démocrate. Au-delà de ce que nous pensons du Mercosur ou de l'un ou de l'autre, c'est absolument choquant qu'il y ait cette impossibilité d'en débattre. Vous avez aujourd'hui l'occasion de dire non au Mercosur, au moins symboliquement, dans cette commission, et nous sommes heureux de vous donner cette opportunité. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je mets donc aux voix cet amendement. Une demande de prise de parole de monsieur Marquot sur le numéro 8. Je me permets d'ajouter, chers collègues, que nous, aussi au groupe Rassemblement National, nous avions mis à l'ordre du jour ce débat sur le Mercosur qui est absolument, il faut absolument aborder ce sujet. Et c'est quand même absolument délirant, excusez-moi, mais de ne pas pouvoir, que la représentation nationale ne puisse pas aborder ce sujet, alors qu'on le sait déjà, et moi je suis issu du bassin minier du Nord, que le libre-échangisme a déjà détruit notre industrie dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le bassin minier. Alors aborder ce sujet qui risque d'affaiblir nos agriculteurs nous semble évidemment absolument crucial. Merci beaucoup. Je mets donc aux voix cet amendement numéro 8 du rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Dernier amendement numéro 9, toujours du rapporteur. Rédactionnel. Très bien, je le mets aux voix. Qui est pour, contre. Il est adopté. Nous avons donc fini avec l'examen des amendements. Je mets donc aux voix l'article unique de la proposition de résolution ainsi modifiée. Qui est pour, qui est contre. Elle est adoptée. Enfin, l'article unique est adopté et la proposition de résolution, ainsi modifiée et par conséquent adoptée. Félicitations, monsieur le rapporteur. Est-ce que vous voulez dire un mot ? Merci, monsieur le président. J'ai compris ça a été un peu vite. Unanimité. Oui. Il y a eu des abstentions, mais unanimité, d'accord. Non, il y a eu des abstentions. Non, mais abstention, mais c'est... D'accord, il y a des abstentions, d'accord. Bien sûr, oui, non, il n'y a pas eu de vote contre, ce que je voulais savoir, vérifier. Bon, je merci pour cette confiance timorée à travers l'abstention, prudente et puis plus enthousiaste pour d'autres. Vous dire que nous n'aurons de cesse dès lors que d'écrire à la fois à la Commission, au Conseil des États et au Parlement pour faire part de ces propositions et nous espérons les faire prospérer. Il serait heureux que la France à nouveau inspire les voies d'un commerce plus équitable à l'échelle mondiale. Merci. Merci monsieur le rapporteur. Cette proposition de résolution sera donc renvoyée devant la Commission des affaires économiques. J'espère qu'elle pourra s'en saisir. J'en fais l'appel à la présidente. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochaine réunion, mercredi 13 novembre à 15h, pour l'examen d'une proposition de résolution européenne de Madame Louise Morel, invitant le gouvernement à se prononcer en faveur de la modification du régime de démarchage téléphonique au niveau européen. Et puis il y aura aussi un compte-rendu de la COSAC. Voilà, bonne fin de journée et à la semaine prochaine.